Maintenant, on peut passer aux mesures en matière d'impôt sur les sociétés. La première mesure de la loi de finances pour 2021, c'est l'élargissement du champ d'application du taux d'IS à 15%, puisque on va pouvoir bénéficier du taux de l'impôt sur les sociétés à 15% pour la fraction du bénéfice inférieur à 38 120 euros pour les PME, qui, à partir du 1er janvier 2021, vont réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, au lieu de 7 630 000 euros actuellement. Donc c'est applicable à compter de l'exercice ouvert en 2021 et bien sûr donc on va pouvoir bénéficier du taux de 15% sur les 38 120 premiers euros et au-dessus on va appliquer les 26,5% d'IS et à partir de 2022 25%. Alors il faut aussi noter que cet élargissement du taux réduit de l'IS va également avoir une incidence en matière de contribution sociale, puisque le montant de la contribution est proportionnel à celui de l'IS, donc quand le montant de l'IS diminue, le montant de la contribution sociale également diminue. Autre mesure de la loi de finances pour 2021, c'est la neutralisation temporaire des réévaluations libres d'actifs. En effet, il a été instauré un dispositif optionnel de neutralisation des conséquences fiscales lors de la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Donc on ne va pas prendre en compte l'écart de réévaluation qui a été constaté pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au cours, duquel va intervenir cette réévaluation, pour les entreprises qui vont procéder à cette réévaluation libre de l'ensemble de leur immobilisation corporelle et financière. Donc c'est bien une réévaluation libre de l'ensemble des immobilisations et ça va permettre une imposition ultérieure de cet écart de réévaluation. À la fois pour les immobilisations non amortissables, on va avoir une non-imposition de l'écart de réévaluation au titre de l'exercice de réévaluation, conditionné à l'engagement de l'entreprise de calculer la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations réévaluées d'après leur valeur non réévaluée. Donc en fait, on a un régime de sursis d'imposition sur les écarts de réévaluation jusqu'à la cession ultérieure des immobilisations non amortissables. Et pour ce qui est des immobilisations amortissables, là c'est un régime d'étalement de l'imposition de cet écart de réévaluation. Donc là, l'entreprise va s'engager à réintégrer l'écart de réévaluation sur ces immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables, par principe sur une période de 15 ans pour les constructions et sur une période de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables. De même, en cas de cession d'une immobilisation amortissable avant la fin de la période de réintégration, la fraction de l'écart de réévaluation non encore réintégrée à la date de la cession sera immédiatement imposable. Et bien sûr, qui dit imposition ultérieure dit obligation de suivi qui sera mis à la charge des entreprises. Donc elles auront l'obligation de joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice de réévaluation et des exercices ultérieurs un état qui va faire apparaître tous les renseignements qui seront nécessaires au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins values afférents aux immobilisations réévaluées. La loi de finances pour 2021 rétablit également un ancien dispositif spécifique sur les opérations de leaseback immobilier. Donc c'est également un dispositif temporaire, une mesure Covid-19 qui permet l'étalement de l'imposition sur la plus-value de cession d'un immeuble constaté lors d'une opération de cession-bail, donc de leaseback. On va viser les opérations de cession par une entreprise à une société de crédit-bail d'un immeuble dont elle va retrouver immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail. Et dans ce cas, le montant de la plus-value de cession va pouvoir être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans pouvoir excéder 15 ans. Alors, il faut savoir que ces opérations doivent porter sur des cessions d'immeubles bâtis ou non bâtis affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. On va exclure les immeubles de placement sauf une exception. De même, il faut savoir que c'est un dispositif optionnel, donc on va opter pour l'ensemble de la plus-value afférente à l'immeuble cédé, c'est-à-dire à la fois pour les plus-values court terme et les plus-values long terme. Et de même, ce mécanisme est temporaire, donc il va s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Et il doit être précédé d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Ce qui vise à exclure du régime d'étalement les opérations pour lesquelles l'accord de financement et la cession ont été conclus en 2020. La loi de finances pour 2021 également prévoit la suppression de l'obligation de déclaration des positions symétriques. Donc en fait, maintenant on aura une déclaration sur demande. Donc on vise l'obligation de transmission systématique du document mentionnant les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture et qui devaient être annexées à la déclaration de résultats pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Donc on a une suppression de ce document, mais ce document doit quand même être conservé par l'entreprise et être mis à disposition à première demande à l'administration, bien sûr, en cas de contrôle.
Autre mesure de la loi de finances pour 2021 qui est également une mesure de soutien pour la crise sanitaire Covid-19. On a fait également une vidéo spécifique sur le sujet, donc on va pas revenir en détail sur cette mesure. C'est la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt pour les abandons de loyer lorsqu'on est bailleur. Donc après avoir énoncé qu'il y aurait un crédit d'impôt pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2020, finalement le crédit d'impôt vise que le mois de novembre 2020 et les abandons de loyers commerciaux faits au titre du mois de novembre 2020 et qui sont faits au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, on va viser les abandons de loyers qui sont faits au profit des entreprises locataires qui remplissent certaines conditions, donc notamment des secteurs les plus touchés. Donc, il y a des seuils d'effectifs et des critères d'activité. Le crédit d'impôt va être égal à 50% de la somme totale des abandons. Et si l'effectif de l'entreprise locataire est d'au moins 250 salariés, le montant de l'abandon ne pourra être retenu que dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. Donc, et bien sûr, il y aura des obligations spéciales de déclaration à effectuer en même temps que la déclaration annuelle de revenus ou de résultats pour bénéficier de ce crédit d'impôt, puisque ce crédit d'impôt va bénéficier à tous les bailleurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. Également, la loi de finances pour 2021 reprécise bien la neutralité fiscale des aides qui sont versées par les caisses complémentaires des indépendants, à l'instar de ce qui avait été énoncé sur la neutralité fiscale des aides perçues au titre du Fonds de solidarité. Il y a aussi la neutralité fiscale et sociale des aides exceptionnelles qui ont été financées par les caisses complémentaires des indépendants pour certains travailleurs indépendants. Et également, il est prévu une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ainsi que de toute cotisation et contribution sociale d'origine légale ou conventionnelle au titre de ces aides. Et enfin, ces aides ne vont pas être retenues pour l'appréciation des limites de chiffre d'affaires, à la fois pour le régime micro BIC ou micro BNC, ou les régimes réels simplifiés d'imposition, ou les régimes d'exonération des plus-values de cession. La loi de finances apporte également un aménagement important au titre du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, puisqu'elle va supprimer la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou privés. Donc ces mesures vont s'appliquer à compter des dépenses exposées au 1er janvier 2022. Ainsi maintenant la sous-traitance auprès d'organismes publics va devenir moins avantageuse et seront traitées dans les mêmes conditions que les organismes de droit privé. Il y aura également un décret qui va venir définir les modalités d'agrément de l'ensemble de ces organismes. De même, autre mesure, c'est la suppression de la majoration de 2 millions d'euros du plafond annuel des dépenses de sous-traitance, qui était fixé à 10 millions d'euros en l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire, et qui va s'appliquer aux dépenses confiées à des organismes de recherche publique ou assimilés, également applicable à compter du 1er janvier 2022. Enfin, pour répondre à la pratique, il y a aussi la suppression de la compétence d'organismes autres que le ministère chargé de la recherche pour l'examen des demandes de rescrit afférents au crédit d'impôt, recherche et innovation. Ces mesures sont applicables aux demandes de rescrit qui ont été déposées à compter du 1er janvier 2021. De même, la loi de finances pour 2021 opère également une des modifications sur les taux majorés prévus pour la Corse. Toujours en matière de crédit d'impôt recherche et les dépenses de sous-traitance, le Conseil d'État est venu par 2 décisions estimer que si l'entreprise confie à un organisme de recherche publique ou privé l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, quand bien même les prestations sous-traitées prises isolément ne constitueraient pas des opérations de recherche. De même, le Conseil d'État a annulé une partie de la doctrine administrative et l'exemple qui figurait dans cette doctrine en estimant que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent pour ces entreprises donneuses d'ordre des dépenses éligibles à ce crédit. De même, les organismes de recherche sous-traitants ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche. Ce qui permet de faire des réclamations sur les dépenses relatives au crédit d'impôt recherche qui a été calculé au titre de l'année 2018. Autre mesure de la loi de finances pour 2021, c'est le soutien aux entreprises en procédure de conciliation. C'est notamment soutien en matière de trésorerie, puisque les abandons de créances à caractère commercial qui vont être consentis ou supportés en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues par l'article L611-8 du Code de commerce, donc en cas de procédure de conciliation, vont être considérés comme déductibles, sans condition, sans limite. Donc là, on va appliquer le même régime que pour les abandons de créances à caractère commercial dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. De même, on ne va pas exiger que l'aide soit accordée par le créancier dans l'intérêt de sa propre exploitation. Et également, il est prévu la possibilité pour les entreprises faisant l'objet de cette procédure de conciliation d'obtenir le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non encore utilisés à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure. Donc là, on va également rejoindre le même régime que pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, qui elles pouvaient déjà demander ce remboursement de manière anticipée.
Toujours en matière de créances de carry-back et sur les demandes de remboursement anticipé, en fait la loi de finances rectificative, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 avait déjà prévu la possibilité pour les entreprises d'obtenir le remboursement anticipé de leur stock de créances de report en arrière des déficits, ainsi que de celles nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Donc sont concernées par ce dispositif toutes les créances nées au titre d'une option pour le report en arrière des déficits déjà exercées à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que les créances qui ont été constatées au titre de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Alors dans la mesure, il est indiqué que ce remboursement doit être demandé dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats. Donc pour ceux qui clôturent sur une année civile, en pratique ça sera au plus tard le 19 mai 2021 et cette demande sera à faire sur le formulaire 2573. Et d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait trop de demandes de remboursement anticipé, il y a aussi un mécanisme anti-abus qui a été mis en place. Pour finir, en matière jurisprudentielle, le Conseil constitutionnel est venu juger de l'inconstitutionnalité des dispositions qui prévoyaient l'exclusion du régime de faveur des plus-values réalisées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial au profit d'une société civile de construction-vente. Ce jugement est rendu au titre de dispositions en vigueur dans leur rédaction issue de la loi de 2013. Et il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2018, le régime de faveur avait déjà été étendu au profit des sociétés civiles de construction-vente. Le Conseil d'État est aussi venu donner des précisions en matière d'établissement stable, puisque au titre de la Convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, le Conseil d'État estime que pour avoir un établissement stable en France, la société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce toute ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Et ainsi doivent être regardés comme exerçant de tels pouvoirs une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement des contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui ainsi l'engage. Enfin, au titre des intérêts versés et perçus dans le cadre d'un contrat de swap, le Conseil d'État est venu infirmer la doctrine administrative en estimant que les intérêts versés et reçus dans le cadre de ces contrats d'échange de taux d'intérêt, donc swap de taux, au regard de l'ancien dispositif du rabot, sont exclus du calcul des charges financières nettes pour son application, puisque ceux-ci ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, quand bien même ils seraient calculés sur un montant notionnel identique à celui de l'emprunt pour lequel le swap de taux sert de couverture, voire sur un montant notionnel variable, afin de tenir compte du calendrier de remboursement de cet emprunt. Il faut savoir que le nouveau mécanisme de plafonnement des charges financières qui s'est substitué à ce rabot pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 retient lui expressément les intérêts payés au titre des contrats de couverture. On peut passer maintenant à la fiscalité des groupes et des réorganisations.